Dans cette vidéo, je vais te montrer comment 11 règles stoïciennes peuvent t'aider à manifester tout ce que tu désires dans la vie. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui semblait avoir tout contre lui. Pas de contact, pas d'argent, même pas de confiance en lui. Il portait toujours la même chose, une chemise défraîchie, des chaussures usées et une expression de fatigue permanente sur le visage. Les gens l'évitaient lors des réunions. Son téléphone ne sonnait presque jamais et les opportunités lui passaient sous le nez. Un jour, après avoir perdu le dernier emploi qui lui restait, il a décidé d'essayer les principes stoïciens comme ultime recours. Ce qui s'est passé ensuite a été une transformation si profonde que même ceux qui le connaissaient depuis toujours ont été surpris par le changement. Les premières semaines furent silencieuses, presque imperceptibles. Sa routine a commencé à changer. Il se levait avant l'aube, marchait sous la pluie sans se plaindre, notait dans un carnet chaque pensée négative et la décortiquait jusqu'à ce qu'elle perde toute force. Au début, personne ne le remarquait. Mais avec le temps, sa posture s'est redressée, son regard a cessé d'éviter celui des autres et son ton de voix est devenu plus ferme. Là où il y avait de l'évitement, il répondait désormais avec clarté. Au travail, il a commencé à assumer des tâches que personne ne voulait. Quand quelque chose tournait mal, il ne cherchait pas de coupable. Il analysait, corrigeait et poursuivait sa route. Lentement, l'entourage a réagi. Un supérieur lui a proposé un projet important. Des collègues ont commencé à lui demander conseil. Et la famille, autrefois distante, a recommencé à l'inviter aux réunions. Aujourd'hui, nous allons parcourir ces 11 règles qui transforment la mentalité, la discipline et la manière dont tu fais face aux défis. La dernière va te surprendre, car c'est celle que la plupart des gens ignorent. Mais elle fait la différence entre rester là où tu es ou avancer vers ce que tu veux vraiment. Il existe des preuves visibles, des comptes bancaires qui ne sont plus dans le rouge, des relations reconstruites, des portes ouvertes là où il n'y avait autrefois que des murs. Commençons. Règle 1. Maîtrise tes émotions avant d'agir. As-tu déjà ressenti comment, en une seconde, une émotion intense peut s'emparer de toi et diriger tout ce que tu dis ou fais? C'est comme si tu avais une tempête à l'intérieur et, sans t'en rendre compte, les mots sortent avant que tu puisses réfléchir à leurs conséquences. Cette sensation après, quand tout se calme, est bien connue. Tu te demandes si tu aurais pu agir différemment, si c'était vraiment nécessaire de réagir ainsi. Cela nous est arrivé à tous. Peu importe l'expérience que tu as, il y aura toujours des moments où la colère, la peur ou la tristesse semblent plus fortes que ta raison. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ces émotions prendre le contrôle du gouvernail. Lorsque tu agis sous le coup de la pure émotion, tu t'éloignes de ce que tu veux réellement manifester dans ta vie. Combien d'opportunités sont perdues à cause d'une réaction impulsive? Combien de relations se refroidissent à cause d'un mot prononcé sous le coup de l'émotion? La maîtrise de tes émotions commence par une étape simple. Les reconnaître. Ne les cache pas, ne les nie pas. Contente-toi de prendre conscience qu'elles sont là. Fais une pause. Respire. Demande-toi si ce que tu ressens en ce moment mérite de décider à ta place. Cette émotion te rapproche-t-elle ou t'éloigne-t-elle de ce que tu veux vraiment accomplir? La réponse, bien souvent, devient évidente lorsque tu t'accordes un instant pour observer. Imagine que chaque fois qu'une émotion forte surgit, tu as la possibilité d'attendre un instant avant d'agir. Ce petit espace peut faire la différence entre construire et détruire, entre avancer vers tes objectifs ou te saboter toi-même. La véritable force ne réside pas dans le fait de réprimer ce que tu ressens, mais de diriger cette énergie vers ce que tu veux manifester. Peux-tu te souvenir d'une fois où tu as réussi à garder ton calme et grâce à cela, tu as obtenu un bien meilleur résultat? Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'un choix conscient de ne pas te laisser emporter par l'émotion du moment. Chaque fois
que tu maîtrises tes émotions avant d'agir, tu fais un pas de plus vers la vie que tu désires manifester. La question est, es-tu prêt à faire cette pause et à prendre le contrôle la prochaine fois? Deuxième règle, concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Fais ce que tu dois, quoi qu'il arrive, a écrit Marc Aurèle. Imagine-toi dans une pièce sombre où la seule lumière provient d'une bougie que tu tiens dans ta main. Tu pourrais désespérer de l'obscurité qui t'entoure, mais seule la lumière que tu portes éclaire ton chemin. Il en va de même pour la vie. Il existe des forces que tu ne pourras jamais changer, des personnes que tu ne pourras pas convaincre, des circonstances qui ne dépendent pas de toi. Cependant, ce que tu peux faire, c'est choisir ta réponse face à chaque situation. Beaucoup passent leur vie à lutter contre l'immuable, dépensant leur énergie dans l'opinion des autres, la météo, le passé. Ils s'obsèdent pour la reconnaissance, pour que les choses soient justes, pour que les autres les comprennent. Mais tout cela leur échappe, et le résultat en est la frustration, le ressentiment, la paralysie. Détourner son attention vers ce que tu ne peux pas contrôler, c'est comme essayer d'attraper le vent. En revanche, lorsque tu diriges ton énergie vers tes pensées, tes actions et tes décisions, quelque chose change. Tu récupères du pouvoir. Tu n'es plus un spectateur passif de ta vie, mais l'auteur de ce qui dépend de toi. Chaque jour t'offre le même choix. Investir ton temps dans ce que tu peux vraiment transformer ou le gaspiller dans ce que tu ne pourras jamais modifier. Tu peux décider avec quelle attitude tu fais face à l'adversité, comment tu interprètes un échec, quels mots tu choisis dans un moment de tension. Cela t'appartient. Personne ne peut te l'enlever. Cette règle n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. C'est comprendre que la liberté commence au moment où tu cesses de lutter contre l'univers et que tu te concentres sur ce qui est entre tes mains. Ainsi, chaque action devient significative, chaque jour une opportunité d'avancer, peu importe ce qui se passe en dehors de ton contrôle. Le monde extérieur restera incertain, mais ton monde intérieur peut devenir inébranlable. Tout ce que tu désires manifester commence par cet acte d'honnêteté. Séparer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas et te consacrer entièrement au premier. La véritable transformation commence lorsque tu choisis de te gouverner toi-même. Règle 3. Pratique la gratitude au quotidien même face à l'adversité. La gratitude n'est pas seulement un joli mot, c'est une discipline. Quand tout va bien, remercier semble facile. Mais lorsque la vie devient compliquée, lorsque tu perds quelque chose d'important, lorsque tu fais face à des obstacles inattendus, comment trouves-tu quelque chose pour lequel exprimer ta gratitude? Il y a des jours où tout semble conspirer contre toi. Une mauvaise nouvelle, une erreur, une dispute, une porte qui se ferme. Il est compréhensible de ressentir de la frustration, de la peur ou même de la colère. Dans ces moments-là, la gratitude peut sembler presque impossible, comme un luxe réservé à ceux qui n'ont pas de problème. Mais c'est là que le véritable changement a lieu, lorsque tu es capable de reconnaître ne serait-ce qu'un infime rayon de lumière au cœur de la tempête, ta perspective commence à se transformer. Pense à une difficulté récente, un moment où tu avais l'impression que rien n'allait. As-tu pu trouver quelque chose, même minime, qui méritait ta gratitude? Peut-être était-ce une personne qui t'a écouté, une leçon apprise dans la douleur, ou simplement le fait d'avoir continué malgré tout. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais d'accepter que la vie est complexe et qu'il y a malgré tout toujours quelque chose à sauver. La gratitude quotidienne est une pratique, non une réaction automatique. C'est un exercice d'honnêteté envers toi-même, un regard au-delà du moment difficile, la reconnaissance que même les défis apportent des occasions de grandir. Chaque jour, pose-toi la question. Pourquoi puis-je remercier aujourd'hui, même ici, même maintenant? Lorsque tu choisis la gratitude, tu n'ignores pas l'adversité. Tu l'affrontes avec une force différente. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. C'est décider que même si tu ne peux pas tout contrôler à l'extérieur, tu peux choisir ta réponse intérieure. Fais de la gratitude une habitude, surtout quand tout semble sombre.
C'est à ce moment-là qu'elle a le plus de pouvoir. C'est ainsi que tu manifestes une vie plus épanouie, même au cœur des difficultés. Règle numéro 4. Accepte l'impermanence de toute chose. Rien dans la vie n'est fixe. Les moments de bonheur, les réussites, les relations, même les difficultés, tout est en perpétuel changement. Souvent, le désir de manifester quelque chose dans notre vie repose sur l'illusion qu'une fois atteint, ce sera permanent. Mais la nature de tout ce qui existe est transitoire. S'accrocher à ce que nous avons ou désespérer de ce que nous perdons ne fait que générer de la souffrance et de la résistance. Imagine quelqu'un qui reçoit enfin la promotion professionnelle qu'il désirait tant. Pendant plusieurs semaines, il ressent de l'euphorie et de la satisfaction. Cependant, avec le temps, cette joie initiale s'estompe et de nouvelles préoccupations apparaissent. Davantage de responsabilités, des attentes plus élevées, la peur de perdre ce qui a été acquis. La promotion, qui semblait être le but ultime, se transforme en une autre étape passagère. Il en va de même pour une relation amoureuse, une possession matérielle ou même la reconnaissance sociale. Tout ce qui arrive peut également s'en aller. Accepter l'impermanence ne signifie pas résignation ni apathie. Au contraire, c'est une invitation à vivre le présent avec plus d'intensité, à saisir chaque opportunité sans s'attacher aux résultats. Lorsque tu comprends que rien n'est éternel, tu cesses de remettre la vie à plus tard, en attendant un moment parfait qui n'arrivera jamais. Tu commences à apprécier davantage ce que tu as, sans le poids de l'anxiété liée à sa possible perte. Voici ce qui se passe lorsque tu assumes la nature transitoire de toute chose. Tu te libères de la peur du changement et de l'obsession de vouloir contrôler l'incontrôlable. Tu peux manifester tes désirs avec intention, mais sans esclavage émotionnel. Si ce que tu cherches arrive, tu en profites. Si cela s'en va, cela ne te détruit pas. La sérénité naît de la compréhension que tout ce que tu expérimentes, bon ou mauvais, n'est qu'une phase. L'impermanence t'apprend aussi à lâcher prise sur le passé et à ne pas craindre l'avenir. Les erreurs ne te définissent pas pour toujours. Les réussites non plus ne garantissent pas une stabilité éternelle. Le flux de la vie est la scène sur laquelle tu peux agir avec authenticité, sans le poids d'attentes rigides. Ainsi, chaque jour devient une occasion de manifester ce que tu désires, sans dépendre du fait que quelque chose dure pour toujours. Accepter l'impermanence de toute chose est la clé pour vivre avec moins de peur, moins d'attachement et plus de liberté. C'est seulement ainsi que tu peux t'ouvrir pleinement aux possibilités que le présent t'offre et manifester encore et encore ce que tu désires vraiment dans ta vie. 5e règle. Utilise chaque obstacle comme une opportunité de grandir. Tu trébuches, tu tombes. Le monde continue de tourner, mais toi, tu t'arrêtes pour pleurer à cause de la pierre sur ton chemin. Attendais-tu vraiment que tout soit facile, simplement parce que tu le désires très fort? Tes rêves ne se manifestent pas lorsque tout se passe bien. Ils se forgent quand quelque chose tourne mal et que tu décides de ne pas faire de caprice, mais de te reconstruire à partir des décombres du désastre. Chaque obstacle est une invitation à cesser de te plaindre et à commencer à agir. Il n'y a pas de récompense pour celui qui se lamente le plus. L'univers ne te doit rien, et la réussite n'est pas une aumône. Si chaque fois que quelque chose ne va pas tu cours te cacher, tu auras une vie minuscule et tes désirs resteront de simples fantasmes. Veux-tu manifester tout ce que tu désires? Apprends à remercier chaque coup reçu, car sans eux tu n'es que spectateur de ta propre vie, pas le protagoniste. Grandir fait mal, mais rester le même est bien pire. Règle 6. Choisis la vertu plutôt que le plaisir immédiat. Imagine le moment où une tentation surgit sur ton chemin. L'éclat d'une notification, la promesse d'une gratification sucrée, l'impulsion de répondre à un désir fugace. Il est facile de se laisser emporter par l'instant présent. Mais chaque fois que tu choisis le plaisir rapide, tu renonces à l'opportunité de forger quelque chose de plus profond et de plus durable, le caractère. La véritable croissance, celle qui transforme non seulement ce que tu possèdes, mais aussi qui tu es, naît du choix conscient de la vertu.
La vertu, c'est agir avec intégrité quand personne ne regarde, dire la vérité même si cela coûte, garder la tempérance quand l'excès appelle, pratiquer la patience quand l'impatience crie. Il ne s'agit pas de réprimer le désir, mais de le guider vers un but plus élevé. Marc Aurèle l'a résumé en une phrase simple. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Chaque pensée que tu choisis, chaque impulsion que tu maîtrises, chaque petit sacrifice d'un plaisir immédiat pour un objectif plus grand est une brique dans la construction de ton destin. La vertu n'est pas une renonciation, c'est une affirmation. Tu choisis d'être maître de toi-même. Demande-toi, que veux-tu vraiment manifester ? Une vie de plaisir dispersée et éphémère ou une existence guidée par la discipline, la force et le sens. La première est facile, la seconde est rare. Mais ce qui est rare est précieux. Le plaisir immédiat promet la satisfaction, mais ce n'est qu'un mirage. Il s'évanouit aussi vite qu'il arrive. La vertu, au contraire, s'accumule. Chaque jour où tu choisis d'agir avec droiture, chaque fois que tu diffères une gratification au profit d'un plus grand bien, tu renforces ta volonté. Et une volonté forte est le véritable aimant de tout ce que tu veux attirer. Il ne s'agit pas de rejeter le plaisir, mais de lui donner sa juste place. Le plaisir est un invité, non le maître de la maison. Lorsque tu choisis la vertu, le plaisir devient plus profond et plus durable, car il sera le fruit d'une vie en harmonie avec tes valeurs. Choisis la vertu aujourd'hui. Fais-le une fois, puis encore et encore. Tu découvriras que tout ce que tu désires commence à arriver, parce que tu es devenu la personne capable de le recevoir. Voilà le véritable pouvoir de la manifestation. 7e règle. Garde ton calme face au succès et à l'échec. La vie présente deux facettes, celle de la réussite et celle de la défaite. Il est facile de se laisser emporter par l'euphorie lorsque tout se passe bien. Le succès peut gonfler l'ego, nous faire sentir invulnérables, convaincus que tout tourne en notre faveur. Mais cette sensation est aussi fragile qu'un château de sable. Il suffit d'une vague inattendue pour l'effondrer. Le véritable défi ne réside pas dans la célébration de la victoire, mais dans le maintien de sa maîtrise lorsque la fortune sourit. D'un autre côté, l'échec frappe sans prévenir. Il peut paralyser, ronger la confiance et semer le doute. Beaucoup se laissent submerger par la frustration, abandonnent ou sombrent dans l'apitoiement. Pourtant, aucun revers n'est définitif à moins que tu ne le décides. La clé réside dans l'observation de ces deux états, succès et échec, comme de simples fluctuations et non comme des définitions de ta valeur. Imagine quelqu'un qui obtient l'emploi de ses rêves. Il se sent au sommet du monde, célèbre, se vante, oublie les limites. Mais à la première erreur, la chute est brutale. La même intensité qui l'a exalté se transforme en déception. Maintenant, observe celui qui reçoit la même nouvelle, mais garde son calme. Il remercie pour l'opportunité, reconnaît les efforts, mais ne permet pas à l'émotion de le dominer. Lorsque survient le premier faux pas, il ne s'effondre pas non plus. Il analyse, apprend, avance. Son équilibre lui permet de progresser sans rester prisonnier du balancement des émotions extrêmes. Garder son calme ne signifie pas être indifférent. Cela implique d'avoir la maîtrise de soi. C'est la capacité de reconnaître que ni le succès ni l'échec ne sont permanents. Les deux sont passagers, les deux peuvent t'enseigner. Lorsque tu parviens à les voir comme des expériences et non comme des sentences, tu cesses d'être l'esclave des circonstances et tu reprends le contrôle de ta vie. Cette attitude a un impact direct sur ce que tu manifestes. Lorsque tu ne te laisses pas emporter par l'euphorie, tu prends de meilleures décisions. Lorsque tu ne t'effondres pas face à la difficulté, tu persévères et ajustes ta trajectoire. Ainsi, chaque pas devient plus conscient. Le résultat, tu avances avec assurance vers ce que tu désires, sans te perdre dans les extrêmes. Le véritable pouvoir de manifester ce que tu veux ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans le fait de garder ton centre face à tout résultat.
Celui qui demeure serein face au succès et à l'échec devient inévitablement maître de son destin. Garde ton calme. Tout ce que tu recherches viendra, mais seulement si tu es capable de rester ferme face à toute issue. Règle numéro 8. Renonce au désir d'approbation externe. La recherche constante de reconnaissance de la part des autres est un piège silencieux. Elle s'installe dans les gestes du quotidien, dans chaque mot prononcé en espérant une réponse, dans chaque action suspendue à la réaction d'autrui. Le désir d'approbation externe consomme plus d'énergie qu'il n'y paraît. Lorsque la validation vient de l'extérieur, le contrôle de sa propre vie est remis entre des mains inconnues. Chaque compliment devient une addiction, chaque critique une blessure ouverte. L'humeur fluctue au rythme des opinions extérieures comme une feuille portée par le vent. C'est ce qui se passe lorsque l'on place le centre de gravité en dehors de soi. La clarté se trouble, les décisions deviennent hésitantes. Le jugement personnel se dilue et l'authenticité se sacrifie dans la quête d'acceptation. L'expression de ses propres désirs devient impossible, car le vrai moi reste caché sous des couches d'attentes étrangères. Renoncer à ce désir libère. Cela laisse de l'espace pour la paix intérieure, pour agir avec conviction et non par besoin d'être vu, compris ou applaudi. Le chemin vers ce que l'on veut commence par l'indépendance émotionnelle. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut révéler pleinement son potentiel, sans frein ni masque. L'approbation extérieure ne sera jamais suffisante. Il y aura toujours une voix extérieure de plus, un regard de plus, un jugement de plus. La seule validation durable est celle qui naît de l'intérieur, de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Lâcher ce désir n'est pas de l'isolement, c'est de la force, c'est choisir sa propre direction. Même si c'est parfois en silence, même si cela n'est pas célébré. C'est exprimer ce qui compte vraiment, sans attendre de permission ni de reconnaissance. La liberté arrive lorsque l'opinion des autres cesse d'être une boussole. C'est alors que tout ce que l'on cherche commence à arriver, car on ne vit plus pour plaire, mais pour être. Règle 9. Fais de l'autodiscipline ta norme quotidienne. Il n'y a pas de promesse magique ici. Ce que tu cherches, ce dont tu rêves, n'apparaît que lorsque l'autodiscipline cesse d'être un effort et devient ta façon d'exister. Ce n'est pas une question de volonté occasionnelle, mais une norme qui te définit à chaque choix, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit. Chaque jour apporte 1000 excuses, 1000 raisons de remettre à plus tard, de laisser de côté cette petite action qui, répétée, te transforme. Le désir de manifester quelque chose de grand dans ta vie s'étouffe si tu ne deviens pas implacable avec tes propres habitudes. Manifester, ce n'est pas attendre, c'est agir. Et agir chaque jour, même si c'est inconfortable, même si cela coûte. L'autodiscipline n'est pas un sacrifice, c'est un investissement silencieux. C'est la différence entre imaginer une vie et la construire. C'est éteindre la distraction, te lever quand tu n'en as pas envie, dire non à ce qui t'éloigne, dire oui à ce qui t'approche, même si personne ne le remarque. C'est prendre le contrôle, même si le monde te pousse à le lâcher. Pense à cet objectif que tu dis désirer. Combien de jours encore laisseras-tu la paresse, la peur ou le bruit décider pour toi ? Que se passerait-il si aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, tu choisissais d'agir comme la personne qui a déjà ce qu'elle veut? Et demain, tu recommences. Et après-demain aussi. L'autodiscipline est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Ce n'est pas grandiose, ce n'est pas visible, c'est silencieux, inconfortable, constant. Mais c'est la porte qui ouvre tout le reste. Jusqu'à quand vas-tu attendre pour t'imposer cette norme ? 10e règle. Visualise le pire scénario et prépare-toi à l'affronter. Ignorer ce qui pourrait mal tourner est naïf. Faire semblant que tout va s'aligner simplement parce que tu le veux est enfantin. Le monde ne s'arrête pas pour tes plans, il ne s'adapte pas à tes attentes. Tu veux manifester ce que tu désires, imagine la pire issue possible. La perte, la trahison, l'échec. Ressens ce choc avant qu'il n'arrive. Rends-le réel, même si cela fait mal. Maintenant,
Demande-toi, survivrais-tu? Pourrais-tu te relever après avoir tout perdu? Il ne s'agit pas de pessimisme, mais de préparation. Si tu ne comptes que sur le meilleur, tu tomberas à la première tempête. Si tu te prépares au désastre, rien ne te brise. Celui qui n'attend que le succès vit en équilibre instable. Celui qui s'entraîne à la chute marche avec assurance. Fais ta liste mentale, ce que tu crains le plus, ce que tu refuses d'affronter, ce qui pourrait te détruire. Répète-le dans ton esprit encore et encore. Chaque fois, tu auras moins peur. Chaque fois, tu auras plus de contrôle. Manifester, ce n'est pas rêver les yeux ouverts. C'est anticiper la douleur, l'avaler et avancer. Ainsi, quand le coup arrive, tu ne t'agenouilles pas. Tu l'encaisses debout. Personne ne viendra te sauver lorsque tout ira mal. Ou tu te prépares, ou tu te brises. Décide de quel côté tu veux être. Ne demande pas une vie facile, deviens plus difficile à détruire. Voilà ce que signifie vraiment manifester. Règle 11, lâche prise sur l'attachement au résultat. Accomplis ton devoir, laisse partir le reste. Tu as consacré des années de ta vie à un objectif. Tu t'es levé avant l'aube. Tu as sacrifié des fins de semaine, des relations, du temps avec toi-même. Tu as suivi chaque étape du manuel, chaque conseil, chaque promesse que l'effort t'amènerait exactement là où tu l'imagines. Mais le résultat n'arrive pas. Le succès s'échappe, comme de l'eau entre les doigts. La récompense que tu pensais mériter n'apparaît pas. La frustration est totale. Tu te demandes si tout cela a été en vain. Tu commences à croire que le monde est injuste, que la vie conspire contre toi, que rien de ce que tu feras ne servira à changer ton destin. À ce moment-là surgit la vérité que personne ne veut entendre. Ton contrôle est limité. Tu peux tout donner, tu peux te donner corps et âme dans l'effort, mais jamais tu ne pourras dicter le résultat. L'univers ne répond ni à tes attentes, ni à tes plans, ni à tes désirs les plus sincères. La réalité ne se plie pas à tes efforts, même si tu les répètes encore et encore. Il n'existe aucune formule secrète pour garantir que tout ce que tu veux se produira comme tu l'imagines. Peu importe à quel point tu t'accroches, à quel point tu pries, à quel point tu exiges, le résultat sera toujours hors de ta portée. Cela fait mal. Cela fait mal parce qu'on nous a appris que le travail acharné permet d'obtenir tout, que la discipline équivaut au succès, que la persévérance sera récompensée. Mais la vie n'est pas une équation simple. Tu peux tout faire correctement et pourtant échouer. Tu peux t'efforcer plus que quiconque et rester les mains vides. Tu peux tout sacrifier et ne rien recevoir. Voilà la leçon la plus brutale et la moins acceptée. L'attachement au résultat est un piège invisible. Il t'enchaîne à une illusion. Il fait de toi l'esclave de quelque chose que tu ne pourras jamais posséder. La peur d'échouer, l'obsession de gagner, l'anxiété de vouloir contrôler l'incontrôlable sont des chaînes que tu forges toi-même chaque fois que tu refuses de lâcher le résultat. Elles te détruisent de l'intérieur. Elles te volent ta paix, ton énergie, même ta capacité à apprécier le processus. Et le pire, lorsque tout dépend du résultat, rien de ce que tu fais n'est suffisant. Il y a toujours un vide, un manque, une insatisfaction qui te ronge. La seule issue, c'est de lâcher prise, faire ce qui t'incombe, donner le meilleur de toi-même, puis renoncer au désir de contrôler ce qui arrive ensuite. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'indifférence. C'est l'acceptation que ton devoir s'arrête là où commence ce que tu ne peux pas contrôler. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu accomplis, mais de ce que tu es capable de donner. Le vrai succès, c'est l'intégrité avec laquelle tu agis, pas la récompense que tu reçois. Si ton but est de manifester tout ce que tu désires dans la vie, comprends que le seul chemin est de lâcher le résultat et d'embrasser le processus. C'est seulement alors que tu es libre. Fais ce que tu dois. Offre la meilleure version de toi-même. Et ensuite, lâche prise. Parce que s'accrocher au résultat est la recette parfaite pour la souffrance. Et personne ne te le dira. Le monde peut ne pas te donner ce que tu mérites.
Mais tu auras toujours le pouvoir de faire ce qui est juste, même si l'univers ne te récompense pas. Voilà le véritable manifeste de celui qui veut tout manifester. Ce n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu es capable d'offrir, sans garantie, sans attache, sans peur du vide laissé par le résultat qui ne vient jamais. C'est là, et là seulement, que commence la vraie liberté. Voici 11 règles. Aucune n'est magique, aucune ne te garantit que tu vas manifester tout ce que tu désires dans la vie. Mais il y a un prix, que tu l'acceptes ou non. Chaque jour où tu ne maîtrises pas tes émotions, tu paies avec des réactions que tu ne peux pas effacer. Tu cries sur quelqu'un qui ne le mérite pas, tu fermes des portes avec des mots lancés au hasard, tu brises des silences que tu ne peux plus réparer ensuite. Chaque fois que tu cherches l'approbation extérieure, tu paies avec ta liberté perdue. Tu acceptes des invitations que tu ne veux pas, tu dis oui quand tu voudrais dire non, tu portes des masques qui pèsent à la fin de la journée et tu te reconnais moins devant le miroir. Quand tu repousses l'autodiscipline, tu paies avec du temps, des opportunités et de la clarté. Les projets s'accumulent sur une liste qui n'avance jamais. Les délais expirent et les appels non rendus deviennent des portes fermées. Le désordre devient une routine, la fatigue une norme. Ne pas suivre ces 11 règles a déjà un coût et tu le paies dans ce que tu n'obtiens pas, dans ce que tu perds, dans ce qui t'alourdit. Tu vois les autres avancer pendant que tu répètes les mêmes erreurs. Le calendrier se remplit de jours sans mémoire, de promesses rompues, d'excuses accumulées. Ce n'est pas une menace, c'est le prix inévitable de l'inaction. Tu le paies quand même, que tu choisisses de le voir ou non. Ou nous disons que nous voulons des relations authentiques et des liens profonds, mais chaque jour, nous tombons dans des habitudes de conversation qui provoquent exactement le contraire. Nous cherchons à être écoutés, mais bien souvent, nous interrompons. Nous voulons être acceptés, mais sans nous en rendre compte, nous adoptons des attitudes qui éloignent les autres. C'est une contradiction présente dans presque toutes les interactions sociales. Et le pire, c'est que la majorité des gens ne s'en aperçoit même pas. Il suffit d'observer n'importe quelle réunion. Des regards qui glissent vers le téléphone, des réponses automatiques, des silences gênants après une interruption. Dans un café, 2 collègues discutent pendant que l'un consulte ses notifications et acquiesce sans écouter. Dans une salle de réunion, quelqu'un essaie de partager une idée et se fait couper en pleine phrase. La conversation se disperse et le malaise s'installe dans l'atmosphère. Lors des dîners de famille, des questions lancées en l'air restent sans réponse car chacun est trop occupé à attendre son tour pour parler. Les conséquences sont immédiates. Éloignement, manque de confiance, occasions qui disparaissent sans bruit. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 habitudes de conversation qui, loin de te rapprocher des autres, font que l'on te rejette. Et il y a un fait que tu ne peux pas ignorer. Selon plusieurs études en psychologie sociale, 70% des personnes reconnaissent avoir perdu des opportunités personnelles ou professionnelles uniquement à cause de leur façon de communiquer. Le dernier comportement de la liste passe généralement complètement inaperçu, mais il peut être le plus destructeur de tous. Commençons. Habitude numéro 1. Interrompre constamment les autres. As-tu déjà ressenti que tu avais quelque chose d'important à dire, mais que l'autre personne à peine finissait une phrase avant que tu la coupes? Interrompre peut sembler anodin, mais cela peut laisser une empreinte profonde sur ceux qui t'entourent. En agissant ainsi, tu envoies le message que tes idées valent plus que celles des autres, même si ce n'est pas ton intention. Nous avons tous participé à des conversations où les mots se bousculent et où le silence devient un luxe. Mais lorsque tu interromps encore et encore, l'autre personne commence à se refermer. Elle se sent invisible, peu écoutée, dévalorisée. Avec le temps, ces petites interruptions s'accumulent. Les gens commencent à éviter de parler avec toi, même si tu es brillant ou intéressant. Personne ne veut s'ouvrir à quelqu'un qui ne sait pas écouter. Pense à la dernière fois où tu as été interrompu juste au moment où tu allais partager quelque chose de personnel ou d'important.
Cette petite coupure peut te faire sentir ignoré, voire humilié. Maintenant, imagine ce que ressent quelqu'un lorsque c'est toi qui agis ainsi. La conversation perd en profondeur, la confiance s'érode et le lien s'affaiblit. Parfois, nous interrompons par enthousiasme, d'autres fois par anxiété ou parce que nous croyons savoir ce que l'autre va dire. Mais la vérité, c'est qu'interrompre bloque le flux naturel du dialogue et t'éloigne des autres. Écouter est une forme de respect, et respecter le tour de parole est fondamental pour toute relation saine. Si tu veux améliorer tes relations et que les personnes prennent plaisir à converser avec toi, souviens-toi. Chaque fois que tu interromps, tu fermes une porte. Prends une pause, écoute jusqu'au bout et permets à l'autre personne de terminer son idée. Ainsi, non seulement tu deviendras plus agréable, mais tu gagneras aussi la confiance et le respect de ceux qui t'entourent. Deuxième habitude. Parler uniquement de soi-même sans montrer un intérêt véritable pour l'autre. Lorsqu'une conversation devient un monologue, la connexion se brise. Parler uniquement de soi-même, sans prendre le temps de poser des questions ou d'écouter activement l'autre, crée une barrière invisible mais puissante. L'interlocuteur perçoit rapidement l'absence d'intérêt authentique et en conséquence, il sent que sa présence est sans importance. Cette dynamique ne fragilise pas seulement la relation, elle suscite aussi du rejet et du désintérêt. La tendance à centrer la discussion sur ses propres expériences passe souvent inaperçue. Bien souvent, on la justifie sous prétexte de partager, mais la différence entre partager et monopoliser la conversation est claire. Partager signifie laisser de la place, poser des questions, ouvrir la porte à l'autre. Monopoliser, au contraire, c'est fermer cette porte et transformer l'auditeur en spectateur passif. Avec le temps, cela érode toute possibilité de lien authentique. Imagine une réunion où une personne raconte en détail ses réussites, ses inquiétudes et ses habitudes, mais ne pose jamais la moindre question aux autres. Ceux qui l'entourent commencent à se déconnecter, à regarder l'heure, à chercher des excuses pour quitter la conversation. Il ne s'agit pas seulement d'ennui, c'est la sensation d'être ignoré, que ton histoire n'a aucune importance. Le résultat est prévisible. Les gens évitent de revivre cette expérience. Montrer un intérêt véritable implique plus que hocher la tête ou lancer des questions automatiques. C'est écouter avec attention, se souvenir des détails, poser des questions précises qui prouvent que l'autre a été compris. Cela signifie cesser de penser à la prochaine anecdote personnelle et, à la place, être présent pour l'autre. Ce type d'écoute active transforme l'atmosphère du dialogue et fait que l'interlocuteur se sente valorisé. En pratique, l'habitude de parler uniquement de soi-même a un effet cumulatif. Au début, cela peut passer inaperçu. Mais à mesure que cela se répète, l'image qui reste est celle d'une personne égocentrique, incapable d'empathie ou de connexion. Lorsque cela arrive, la distance émotionnelle grandit et la possibilité d'établir une relation significative disparaît. Le rejet n'est pas immédiat, mais il est inévitable. Corriger cette habitude exige de la discipline et de la conscience. Cela implique de retenir l'impulsion de parler de soi, d'observer les réactions de l'autre et de se demander « Est-ce que j'écoute vraiment ? Suis-je intéressé par la vie, les pensées et les émotions de mon interlocuteur ?» La réponse honnête à ces questions est la première étape pour briser ce schéma. Une conversation équilibrée est un échange. Celui qui apprend à écouter et à montrer un intérêt véritable devient quelqu'un de mémorable. Celui qui ne parle que de lui-même finit isolé, même s'il est entouré de monde. Le silence, parfois, a plus de valeur que n'importe quelle histoire personnelle. Dans cet espace, l'autre peut s'épanouir et la relation trouver son véritable sens. Habitude numéro 3. Corriger ou contredire les personnes en public sans nécessité. L'impulsion de corriger quelqu'un devant les autres peut sembler être une défense de la vérité, mais l'effet est souvent tout autre.
La personne corrigée se sent exposée, voire humiliée, et la conversation se refroidit. Ce que l'on gagne en précision, on le perd en confiance. Cette habitude ne met pas seulement mal à l'aise celui qui reçoit la correction, elle met aussi les autres en alerte. S'installe alors le soupçon que, à tout moment, n'importe qui peut être le prochain à être corrigé devant tout le monde. La spontanéité disparaît et l'ambiance devient tendue. Les relations personnelles et professionnelles souffrent lorsque la correction publique devient une habitude. La collaboration s'affaiblit et les gens commencent à éviter celui qui est toujours prêt à signaler les erreurs. L'échange d'idées se réduit car la peur du jugement devient plus forte que le désir de partager. Corriger en privé, quand cela est nécessaire, préserve la dignité de l'autre personne et garde la porte ouverte à une communication authentique. Le faire en public, sans raison réelle, ne fait qu'alimenter le ressentiment et le rejet. La conversation perd de sa qualité lorsqu'elle devient une compétition pour avoir raison. La correction inutile en public ne démontre pas de sagesse, seulement de l'impatience. Peu de choses éloignent autant des autres que le besoin constant de les corriger devant tout le monde. Habitude numéro 4. Raconter des commérages ou parler négativement des autres. Rien ne révèle autant ton caractère que la facilité avec laquelle tu utilises ta bouche pour démolir quelqu'un qui n'est pas présent. Le commérage est le passe-temps de ceux qui n'ont rien d'intéressant à dire sur eux-mêmes. Parler en mal des autres est le raccourci préféré des personnes peu sûres d'elles pour se sentir momentanément supérieures. C'est facile, c'est bon marché, et cela te fait paraître petit aux yeux de toute personne dotée d'un minimum d'intelligence. Tu l'as remarqué ? Celui qui colporte des ragots avec toi colporte aussi des ragots sur toi. C'est aussi simple que cela. Personne n'a confiance en celui qui aime salir le nom des autres. Même ceux qui rient avec toi, intérieurement, te considèrent comme quelqu'un de peu fiable. Tu veux du respect, mais tu offres du poison. Tu cherches l'admiration, mais tu ne sèmes que la méfiance. Tu t'attends à être pris au sérieux alors que ta conversation la plus profonde concerne les défauts d'autrui ? Si ta plus grande contribution dans une conversation est le scandale d'un autre, tu ne fais que révéler ton vide intérieur. Parler des autres est la façon la plus rapide d'être écarté des discussions importantes. Au final, celui qui a besoin de parler en mal des autres crie sa propre médiocrité. Alors vas-y, raconte un commérage de plus. Mais souviens-toi, chaque mot que tu lances contre quelqu'un d'autre est une brique de moins dans ta propre réputation. Personne n'admire celui qui fait du poison sa langue principale. 5e habitude. Imposer ses opinions sans écouter les perspectives des autres. Dans une conversation, la tentation d'imposer son point de vue est intense. L'urgence de corriger surgit, celle de montrer l'erreur de l'autre, de clarifier son propre point de vue. Mais combien de fois cette impulsion réduit-elle au silence ce que l'autre personne pense ou ressent vraiment ? Imposer ses opinions, c'est construire un mur invisible. Parler sans écouter transforme le dialogue en un monologue déguisé. L'autre personne perçoit que peu importe ce qu'elle dit, la décision est déjà prise à l'avance. Ainsi, la conversation devient une compétition d'ego et non un véritable échange. Imagine une discussion dans laquelle chaque phrase que tu essaies de partager est interrompue ou rejetée. Tu réalises que, quoi que tu fasses, l'autre partie ne cherche pas à te comprendre, elle veut simplement avoir raison. C'est à ce moment-là que la distance s'installe. Le rejet ne vient pas de la différence d'idées, mais de la sensation de ne pas être écouté ni valorisé. Écouter ne signifie pas être d'accord, ni céder. C'est ouvrir un espace où l'autre personne peut exister, ne serait-ce qu'un instant, sans être jugé ni corrigé sur le champ. Quand cet espace est refusé, la conversation devient une lutte silencieuse et épuisante. Parfois, l'urgence d'imposer sa propre opinion masque la peur d'avoir tort, ou simplement de ne pas avoir le contrôle. Mais la conséquence est toujours la même.
l'autre se ferme, s'éloigne et la connexion se brise. Combien de fois, sans t'en rendre compte, as-tu parlé uniquement pour gagner et non pour comprendre? Et si la prochaine fois, avant de répondre, tu choisissais le silence et permettais à la perspective de l'autre de respirer dans l'air? Laisser de la place à d'autres voix peut changer le cours de n'importe quelle conversation, mais seulement si tu oses vraiment écouter. Habitude 6. Minimiser les problèmes ou les émotions des autres. Il existe une distance invisible qui se crée lorsque, en écoutant l'inquiétude de quelqu'un, nous répondons par des phrases comme « ce n'est pas si grave » ou « cela arrive à tout le monde ». À ce moment-là, sans nous en rendre compte, nous construisons un mur entre nous et l'autre personne. Ce qui semble être une tentative de rassurer peut, en réalité, devenir un refus de reconnaître son expérience. Lorsque tu minimises la douleur d'autrui, tu nies la réalité de la personne qui se trouve en face de toi. Peu importe si l'intention est bonne ou si tu veux éviter le drame. Ce que l'autre reçoit, c'est un message clair. Tes sentiments n'ont pas d'importance ici. Ainsi, le dialogue devient un monologue et le lien s'affaiblit. Imagine que quelqu'un te confie ses peurs ou ses frustrations et que toi, au lieu d'écouter, tu t'empresses de donner une solution rapide ou de faire une comparaison qui diminue ce qu'il ressent. Ce n'est rien, cela pourrait être pire. Ne t'inquiète pas autant. Ces phrases, loin de soulager, isolent. La personne apprend qu'avec toi, il n'est pas sûr de s'ouvrir. Marc Aurèle a écrit « Ne méprise pas le malheur d'autrui, même s'il te paraît petit. » La véritable force ne consiste pas à ignorer la douleur des autres, mais à la soutenir avec présence et respect. Se taire un instant, écouter vraiment, laisser l'autre se sentir vu et compris. Il ne s'agit pas de porter les problèmes d'autrui, mais de laisser un espace pour qu'ils existent. Minimiser les émotions est une habitude qui, peu à peu, érode la confiance et la proximité. Si tu veux cultiver des relations profondes et authentiques, apprends à écouter sans juger, sans comparer, sans diminuer l'importance de ce qui est dit. La compassion ne cherche pas toujours des solutions. Bien souvent, elle réclame seulement de l'attention et du silence. Le premier pas pour éviter cette habitude est de reconnaître l'impulsion à répondre depuis sa propre gêne. La prochaine fois que quelqu'un partage sa douleur, souviens-toi que ta fonction n'est pas de la dissiper, mais de l'accompagner. C'est ainsi que se construit le respect mutuel. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une écoute authentique. Parfois, cela suffit à transformer une conversation et, avec elle, une relation. 7e habitude. Se vanter de ses réussites ou de ses possessions de manière récurrente. La conversation change lorsque quelqu'un ressent le besoin constant de mettre en avant ses succès ou ses biens matériels. Ce qui pourrait sembler n'être qu'un simple commentaire sur une promotion au travail, un voyage récent ou l'achat d'un objet coûteux, devient une routine. Cette répétition ne fatigue pas seulement, elle crée aussi de la distance. L'interlocuteur a l'impression que le dialogue n'est plus un échange, mais une vitrine. Les mots cessent de relier et deviennent des monologues déguisés en conversation. Derrière cette habitude se cache souvent une recherche de validation. Celui qui se vante souhaite une reconnaissance extérieure. Il attend une réaction, une confirmation de sa valeur. Pourtant, l'effet est souvent inverse. Les personnes se sentent mises à l'écart, voire mal à l'aise. L'admiration initiale se transforme en indifférence et bien souvent en rejet. Personne n'aime avoir l'impression d'être dans une compétition silencieuse à chaque fois qu'il parle avec quelqu'un. Pensons à une situation quotidienne. Un groupe d'amis se retrouve après une longue période. L'un d'eux, dès le début de la discussion, commence à raconter ses récentes réussites. Il parle de sa nouvelle voiture, des destinations exotiques qu'il a visitées, des opportunités qui semblent toujours lui sourire. Au début, les autres écoutent attentivement, mais bientôt les regards se perdent, les réponses deviennent brèves et l'atmosphère se refroidit. Le groupe ne se sent plus uni.
Celui qui se vante ne remarque pas le changement, mais le lien se fragilise. L'impact de cette habitude va bien au-delà du moment présent. Se vanter de façon récurrente installe une barrière invisible. Les personnes commencent à éviter les conversations profondes ou personnelles. Elles sentent que toute histoire sera minimisée ou utilisée comme prétexte pour que l'autre recommence à parler de lui-même. La confiance et la proximité s'érodent. Même l'admiration sincère devient soupçon d'arrogance ou d'insécurité. Le besoin de montrer sans cesse ses réussites ou ses possessions révèle une inquiétude intérieure. Plus on recherche l'approbation extérieure, moins on cultive la véritable estime de soi. La conversation cesse d'être un lieu de rencontre et devient une scène. Et lorsque les relations se réduisent à des spectacles, personne n'a envie de rester longtemps dans le public. Reconnaître cette habitude est la première étape pour construire des liens plus solides. Écouter, partager sans rivaliser et apprécier le silence des autres sont des signes de maturité. En cessant de se vanter, la conversation retrouve son sens. Un espace où chacun peut être entendu et apprécié pour ce qu'il est, non pour ce qu'il possède ou a accompli. Ce changement, même subtil, transforme la manière dont les autres nous perçoivent et surtout la qualité des relations que nous construisons. Habitude numéro 8. Chercher à avoir toujours le dernier mot. As-tu déjà remarqué ce que l'on ressent quand quelqu'un insiste pour avoir le dernier mot, peu importe le sujet ou l'importance de la conversation? Cela peut être épuisant. Ce besoin de conclure chaque échange par une phrase finale crée souvent de la distance, de la tension et même de la frustration chez ceux qui t'entourent. Parfois, nous cherchons le dernier mot pour nous sentir compris, pour prouver que notre opinion compte, ou simplement pour ne pas avoir l'impression d'avoir perdu dans une discussion. Mais t'es-tu vraiment demandé ce que cela t'apporte? La satisfaction momentanée d'imposer ton point de vue compense rarement l'usure émotionnelle que cela génère dans l'ambiance. Pense à une conversation récente où quelqu'un ne t'a pas laissé terminer ton idée, ou bien lorsque tu as eu l'impression que tes paroles n'étaient qu'un marchepied pour que l'autre personne puisse placer les siennes. Comment t'es-tu senti? Maintenant, inverse la situation. Combien de fois as-tu été celui ou celle qui, presque sans s'en rendre compte, cherche à avoir ce mot de la fin? L'habitude de vouloir avoir raison peut devenir invisible, mais ses effets, eux, ne le sont pas. Petit à petit, les autres se sentent moins écoutés, moins valorisés et, finalement, moins enclins à partager avec toi. Il ne s'agit pas de céder pour céder, ni de se taire pour plaire. Il s'agit de reconnaître que tout échange n'a pas besoin d'une conclusion. Parfois, écouter et laisser de l'espace est plus puissant que n'importe quel argument final. Lorsque tu renonces à ce besoin de parler en dernier, tu ouvres la porte à une compréhension réelle et à une connexion plus profonde. Souviens-toi d'une occasion où quelqu'un t'a laissé finir, où le silence était un signe de respect et non d'indifférence. Ce moment s'est probablement senti léger, ouvert. C'est ainsi que se construisent la confiance et le respect mutuel, non pas en rivalisant, mais en accompagnant. Demande-toi, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir raison ou avoir une relation authentique? La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de chercher le dernier mot, fais une pause et observe ce qui se passe si tu te contentes simplement d'écouter. Parfois, le véritable impact d'une conversation ne réside pas dans ce que tu dis à la fin, mais dans ce que tu choisis de laisser non dit. Habitude numéro 9. Changer brusquement de sujet sans respecter le fil de la conversation. Rien ne tue une conversation plus rapidement que de passer d'un sujet à l'autre sans prévenir, comme si l'autre personne n'existait pas. Tu n'écoutes pas. Tu ne crées pas de lien. Seul ton propre monologue t'importe. Les gens le remarquent. Ils se sentent ignorés, mis de côté, invisibles. Tu vois leurs regards baisser, leurs épaules s'affaisser dès que tu interromps sans pitié leurs commentaires. Leurs mots restent suspendus dans l'air, tranchés par le fil de ton indifférence. Dans une pièce, l'atmosphère se refroidit.
les rires s'éteignent. La conversation se fragmente en silence gênant et en regard furtif. Fais-le suffisamment souvent et tu te retrouves seul. C'est aussi simple que cela. La prochaine fois, personne ne prendra la peine de t'inviter à la table. Dans les couloirs, les groupes se referment quand tu approches. Tu entends ton propre écho, car les autres ont appris à se taire quand tu parles. Les invitations cessent d'arriver. Les messages restent sans réponse. Le téléphone demeure silencieux. Tu n'es pas intéressant parce que tu changes vite de sujet. Tu es insupportable. Tu laisses derrière toi une traînée de conversations inachevées, d'histoires mutilées, de personnes qui préfèrent garder leurs mots plutôt que de les voir rejetés par ta précipitation. Tu veux qu'on t'écoute, mais tu ne sais pas écouter. Tes interlocuteurs te regardent avec un mélange d'agacement et de résignation. Tu observes comment ils cherchent une issue, comment ils consultent leur montre, comment ils inventent des excuses pour s'échapper. Ainsi, personne n'a envie de continuer à parler avec toi. Et tu le sais. 10e habitude. Faire semblant d'écouter alors que l'on attend seulement son tour pour parler. Derrière un sourire attentif et une tête qui acquiesce, peut se cacher la plus brutale des indifférences. Faire semblant d'écouter est une trahison silencieuse, un acte subtil qui détruit la confiance et transforme toute conversation en un terrain stérile. Celui qui attend seulement son tour pour parler n'est pas présent, ne se connecte pas. Il calcule simplement le moment d'arracher la vedette. Cette attitude ne révèle pas seulement de l'égoïsme, mais aussi une profonde incapacité à considérer l'autre comme un être humain à part entière. Pense à la dernière fois où tu as parlé avec quelqu'un qui semblait t'écouter. Mais dans ses yeux, il n'y avait aucun intérêt, seulement de l'impatience. Chacune de tes paroles était un obstacle sur le chemin de sa propre intervention. Ce vide, cette sensation d'être invisible, est plus blessante que n'importe quelle critique directe. Le message est clair, tes idées comptent moins que mon besoin de parler. Au fond, faire semblant d'écouter est une forme de mépris. C'est la négation de la dignité de l'autre, la réduction de la conversation à une formalité, à une compétition d'ego. On ne cherche pas à comprendre, mais seulement à convaincre. On ne dialogue pas, on attend l'occasion d'imposer. Ainsi meurt la possibilité d'une relation authentique. Ainsi naissent la méfiance, la distance, le ressentiment. Cette habitude, aussi courante soit-elle, a un prix dévastateur. Les personnes n'oublient pas la sensation d'avoir été ignorées, ni la douleur de s'être ouvertes pour ensuite découvrir que leur voix n'était qu'un bruit de fond. La confiance s'érode petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre qu'une politesse vide et une distance infranchissable. Celui qui pratique cette habitude finit entouré de silences gênants, de regards fuyants, de relations superficielles où personne n'ose partager ce qui compte vraiment. Le préjudice est double. Tandis que l'on fait semblant d'écouter pour protéger son propre ego, on perd l'occasion d'apprendre, de grandir, de découvrir de nouveaux mondes dans les paroles de l'autre. On perd la possibilité d'être surpris, de changer d'avis, d'évoluer. On se condamne soi-même à vivre enfermé dans sa propre voie, incapable de voir au-delà de sa perspective limitée. Au bout du compte, faire semblant d'écouter est une forme d'auto-illusion. C'est croire que l'on peut manipuler la perception des autres sans en payer le prix. Mais la vérité finit toujours par transparaître dans les gestes, dans le regard, dans le ton. Tôt ou tard, les autres perçoivent la supercherie et s'éloignent. Celui qui n'écoute jamais finit par parler tout seul. Dans la conversation, l'authenticité est la seule monnaie qui ait de la valeur. Faire semblant d'être attentif est la manière la plus rapide de perdre le respect et la confiance des autres. C'est l'habitude qui te laisse seul, même entouré de monde. C'est le poison lent
qui détruit toute possibilité de connexion réelle. La prochaine fois que tu seras dans une conversation, demande-toi: suis-je ici pour comprendre ou seulement pour être entendu? La réponse en dit plus sur toi que n'importe quel mot que tu pourrais prononcer. Fin du point. 10 habitudes, 10 façons de fermer des portes sans s'en rendre compte. Chacune d'elles a un prix, même si ce prix n'est pas toujours payé sur le moment. Le rejet social est rarement immédiat, mais il n'est jamais gratuit. Chaque fois que tu interromps, que tu imposes ton opinion, que tu fais semblant d'écouter, une dette invisible s'accumule. Il ne s'agit pas d'une punition, c'est une simple conséquence. Pour chacune de ces 10 habitudes que tu répètes, tu pèses avec des relations plus froides, avec moins de confiance, avec des distances qui s'élargissent. Le coût n'est pas négociable. Tu le paies à chaque conversation perdue, à chaque lien qui s'affaiblit. L'addition arrive lors de dîners gênants, lors de réunions où ta présence passe presque inaperçue, dans les messages qui restent sans réponse. Tu le vois dans les regards qui fuient le tien, dans les salutations brèves et les adieux précipités. Tu remarques la différence dans le silence qui s'installe entre deux personnes qui parlaient autrefois sans retenue, dans l'absence d'invitation, dans les anniversaires oubliés. Les espaces partagés deviennent plus froids, les mots plus mesurés et les gestes plus formels. Il n'y a pas de réconciliation spontanée, seulement une routine de politesse vide. Ce n'est pas une menace, c'est l'addition qui arrive tôt ou tard. Si cela t'a parlé, abonne-toi.